Vous écoutez À la poursuite des serial killers, deuxième partie. Comme dans un film d'horreur, un monstre rôdait dans la forêt des montagnes du nord de la Californie. 4 mois s'étaient écoulés sans qu'il ne se produise de nouveaux meurtres, mais les détectives savaient que le tueur des bois pouvait agir à tout moment. En mars 1981, des randonneurs du parc Henry s'arrêtèrent quelques minutes à un observatoire lorsqu'ils entendirent des cris. Un jeune homme terrifié s'approcha d'eux en boitant et en criant. Il se promenait dans la forêt avec sa petite amie lorsqu'un inconnu leur avait tiré dessus. Sa petite amie était morte et le tueur était toujours en liberté dans le parc. Les policiers arrivèrent sur les lieux en quelques minutes. Malheureusement, le meurtrier semblait s'être échappé à nouveau. Le jeune homme, Stephen Hartle, fut envoyé d'urgence à l'hôpital. Les policiers avaient prévu de dresser des barrages sur toutes les routes qui traversaient le comté de Marin. Malheureusement, le tueur des bois n'avait pas frappé au même endroit. Le parc se trouvait dans le comté de Santa Cruz. Les policiers de Santa Cruz découvrirent des empreintes de chaussures sur la scène du crime. Ils en firent des moulages pour analyse ultérieure. Ces empreintes et les balles étaient les seuls indices dont les autorités disposaient. Mais quelque chose avait échappé au contrôle du tueur. Stephen Hartle avait survécu et il avait tout vu. Lorsque la police lui montra le portrait robot du tueur, cependant, Hartle ne le reconnut pas. L'homme qui s'était attaqué à lui ne lui ressemblait pas du tout. Était-il possible que Hartle et sa petite amie aient été victimes d'un meurtrier qui se plaisait à imiter le tueur des sentiers? L'homme qui s'était attaqué à eux était grand, costaud, il avait une moustache, portait des lunettes et était pratiquement chauve. De plus, il avait bien 20 ou 25 ans de plus que l'homme du portrait robot. La police fit faire un nouveau portrait et redoubla d'efforts pour retrouver non pas un, mais 2 meurtriers. C'est alors que le détective Keaton reçut l'appel qui allait enfin le remettre sur la bonne piste. Le service balistique avait comparé les balles du comté de Santa Cruz à celles de Marin et constaté qu'elles avaient été tirées par la même arme à feu. Il n'y avait pas de jeune homme. La police avait perdu son temps à mettre au point le portrait robot du premier suspect et s'était trompée sur son apparence. Il fallait maintenant concentrer ses efforts sur la description qu'on avait faite Hartle. Plutôt que de chercher un jeune homme d'environ 25 ans, Détective Rich Keaton. nous nous sommes mis à la recherche d'un homme d'environ 50 ans. L'enquête se poursuivait. Pendant ce temps, la vie continuait son cours. Heather Skaggs se cherchait une nouvelle voiture. Son petit ami et elle avaient fait le tour des concessionnaires depuis quelques mois, mais ne trouvaient rien qui lui convenait. Elle avait alors décidé d'aller voir la voiture qu'un de ses collègues voulait vendre. Avant de partir, elle nota son numéro de téléphone. Il s'appelait David Carpenter. Heather était un peu en retard. Elle se dépêchait car elle ne voulait pas rater Carpenter. Elle dit au revoir à son ami qui la regarda partir. Elle ne devait jamais revenir. Le lendemain, lorsqu'il constata qu'elle n'était pas rentrée, il téléphona à David Carpenter pour lui demander s'il l'avait rencontrée. Carpenter déclara que Heather n'était jamais venue chez lui et qu'elle n'avait pas téléphoné non plus. Inquiet, le petit ami de Heather décida de signaler sa disparition à la police. Lors d'un interrogatoire, Carpenter s'en tint à la même version. Mais les policiers ne purent s'empêcher de lui trouver une ressemblance troublante avec le tueur des sentiers. Il fut mis sous surveillance pendant 2 semaines. Pendant ce temps, la police découvrit que Carpenter avait un casier judiciaire pour viol et assaut. Il fut convoqué pour subir un nouvel interrogatoire. Lors de la fouille de sa voiture, les experts découvrirent une balle de calibre 38. Elle fut envoyée au laboratoire pour analyse.
Le corps de Heather Skaggs fut retrouvé quelques jours plus tard. Une fois sorti de l'hôpital, Stephen Hartle fut convoqué au poste de police pour participer à une séance d'identification. Il n'eut aucun mal à reconnaître l'homme qui avait tué sa petite amie. Il s'agissait bien de David Carpenter. Les détectives avaient enfin arrêté le tueur. Il n'y aurait plus de meurtre dans les parcs de l'État. Mais pour conclure l'enquête, il faudrait trouver l'arme du crime. C'est alors que les policiers apprirent qu'un prisonnier qui avait connu Carpenter était prêt à parler en échange d'une remise de peine. Il leur révéla qu'il trouverait l'arme de Carpenter sous un tas de décombres dans un terrain vague de San Francisco. Il n'avait pas menti. L'arme fut recueillie et envoyée à Mike Waller afin que ce dernier procède aux analyses. Waller tira quelques balles avec l'arme de Carpenter et les compara à celles qui avaient été recueillies sur les diverses scènes du crime. Il n'y avait pas de doute. Les balles étaient parfaitement identiques. Elles avaient toutes été tirées avec la même arme, celle qui avait fait 7 victimes. En plus des analyses balistiques concluantes, les experts en sérologie démontrèrent que le sperme recueilli sur la première scène du crime provenait bien de Carpenter. De plus, ce dernier portait des chaussures dont les semelles étaient identiques à l'empreinte qu'il avait laissée sur un des sentiers. David Carpenter n'avait pas de difficulté à trouver ses victimes. Il gravissait une montagne et surveillait les randonneurs solitaires. Sachant dans quelle direction ils allaient, il pouvait aisément les surprendre. Ensuite, il les exécutait d'une balle dans la nuque. Il fut jugé coupable de 7 meurtres au premier degré et de 3 viols. Il reçut 2 condamnations à la peine de mort. Carpenter trouvait une gratification sexuelle à violer les femmes. Lorsqu'il tuait un homme, c'était parce que ce dernier se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. La plupart des tueurs en série sont des hommes, mais ils ne s'attaquent pas toujours au sexe opposé. Au printemps 1983, en banlieue de Chicago, dans l'Illinois, le corps d'un jeune homme fut découvert sur un terrain vague près de l'autoroute 94 à Lake County. Il avait été ligoté et torturé. On l'avait dévêtu et poignardé à maintes reprises. Il semblait s'agir d'un cas isolé. Mais quelques semaines plus tard, un autre corps fut découvert près de la même autoroute, à moins d'1 kilomètre du premier, dans des conditions similaires. Dans les 2 cas, les détectives ne disposaient que de peu d'indices pour identifier le meurtrier. 4 mois plus tard, Ralph Callies fut découvert assassiné de la même façon, abandonné près de la même section de l'autoroute. Les médias surnommèrent le meurtrier le tueur de l'autoroute. C'est sur la scène du dernier meurtre que les détectives découvrirent un indice important. Il s'agissait d'empreintes de chaussures et de pneus. Ces empreintes n'étaient peut-être pas reliées au meurtre, mais elles allaient peut-être se révéler importantes plus tard si on parvenait à découvrir un suspect. Le détective Dan Collin était convaincu qu'il allait tuer à nouveau. Lorsque nous avons découvert la 3e victime en août, Ralph Callies, nous avons compris que nous avions affaire à un tueur en série qui sévissait dans le nord de Chicago. Comme les tueurs en série ont l'habitude de se déplacer pour éviter d'être repérés, Collin avisa les comtés voisins. Un détective de l'Indiana fut troublé par la description des victimes de Lake County. Il était déjà aux prises avec 9 meurtres identiques qui n'avaient jamais été résolus. Les victimes avaient toutes été poignardées de la même façon et abandonnées près d'autoroutes. Une chasse à l'homme devrait à tout prix être lancée. Le nombre de victimes s'élevait maintenant à 12. Les services de police de l'Indiana et de l'Illinois mirent leurs ressources en commun.
La police de l'Indiana disposait déjà d'un suspect. Il s'appelait Larry Eyler et avait déjà été arrêté pour un meurtre similaire. Il avait été acquitté, faute de preuves. Les policiers devraient se contenter d'attendre qu'il commette une erreur. La police de l'Illinois avait fait des moulages des empreintes de pneus et de semelles de la dernière scène du crime. Si les policiers de l'Indiana parvenaient à l'arrêter, il serait possible d'effectuer des comparaisons. Moins d'un mois plus tard, ils eurent enfin leur chance. Le 30 septembre 1983, un patrouilleur de l'Indiana s'arrêta pour interroger deux hommes dans un pick-up garé sur le bord d'un chemin près de l'autoroute 65. Le conducteur déclara qu'il s'était arrêté pour faire une pause. Le policier effectua les vérifications d'usage. Le conducteur s'appelait Larry Eyler. Lorsque le policier a téléphoné pour vérifier le nom, le téléphoniste s'en est souvenu et il a appelé le sergent détective de la police d'État de l'Indiana. Ce dernier lui a tout de suite dit d'arrêter Larry et de le conduire au poste de Lowell pour un interrogatoire. Il y avait une paire de bottes dans le pick-up de Eyler, un couteau ainsi qu'un sac de cordes. Il semblait bien que la police ait arrêté le tueur de l'autoroute juste à temps. Eyler fut mis en détention provisoire et soumis à une séance d'interrogation pendant toute une journée. Il conserva son calme et nia être impliqué dans les meurtres. Pendant que des détectives le questionnaient, d'autres policiers s'affairaient à réunir des preuves à partir des objets saisis lors de son arrestation. Au laboratoire judiciaire, des experts examinaient les indices. On avait enlevé les pneus du pick-up de Larry Eyler et on en avait tiré des empreintes pour les comparer au moulage des empreintes recueillies sur la dernière scène du crime. Quelques jours plus tard, ils reçurent leurs résultats. Les empreintes de pneus correspondaient parfaitement à celles des pneus de Eyler. De même, les empreintes de semelles étaient identiques à celles des bottes réquisitionnées dans son véhicule. Le suspect s'était bien trouvé sur la scène du crime et la police pouvait maintenant en faire la preuve. Mais ces empreintes ne prouvaient pas cependant hors de tout doute qu'il avait tué Ralph Kalisz. Heureusement, la preuve se cachait parmi les indices recueillis lors de l'arrestation de Larry Eyler. Il y avait encore des traces de sang séché sur les semelles de ses bottes et ce sang correspondait à celui de Ralph Kalisz. De plus, il y avait également des traces de sang sur le couteau recueilli dans son pick-up. Avec de telles preuves en main, les détectives pourraient faire condamner Larry Eyler. Ils l'inculpèrent du meurtre de Ralph Kalisz et préparaient déjà la reconstitution des événements en vue du procès. Ils étaient convaincus de remporter leur cause. Mais ils se trompaient. Les preuves n'avaient aucune valeur. Les preuves ont été refusées à cause d'une clause d'exclusion, selon laquelle elles avaient été saisies illégalement. On ne pouvait pas s'en servir contre lui. Apparemment, le sergent qui avait répondu au téléphone au patrouilleur avait mal interprété une information. La police avait demandé à ce que Eyler soit surveillé et non arrêté. L'arrestation n'était donc pas justifiée. Eyler était coupable, mais toujours en liberté. Et tout ce que la police pouvait faire était d'attendre qu'il tue à nouveau. La police de l'Illinois décida de le garder à l'œil, non seulement pour éviter un autre meurtre, mais aussi dans l'espoir qu'il laisserait de nouveaux indices. Au mois d'août 1984, le concierge d'un immeuble aperçut un homme qui résidait dans un immeuble voisin en train de mettre des sacs dans la mauvaise benne à ordures. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Le concierge décida donc de retirer les sacs et de les mettre dans la benne à ordures de l'immeuble voisin. Il fut confronté à l'horreur. En soulevant le sac, celui-ci se déchira et une jambe perça la pellicule de plastique. Lorsque les policiers se rendirent sur les lieux,
Ils reconnurent l'immeuble voisin. C'était là où Hyler vivait. Les sacs à ordures contenaient le corps dépecé de Danny Bridges. Bien que ce meurtre ne ressemblait en rien à ceux du tueur de l'autoroute, les détectives étaient convaincus qu'Hyler en était l'auteur. Les sacs à ordures furent envoyés au laboratoire judiciaire du service de police de Chicago, où ils furent examinés par l'expert James Doran. Nous avons porté une attention particulière aux sacs de plastique dans lesquels se trouvaient les membres de la victime. Nous espérions en fait découvrir des empreintes sur le sac qui nous permettraient de prouver l'implication d'un suspect. Les sacs furent soumis à la vapeur de supercolle. Doran découvrit une série d'empreintes. Personne ne fut surpris de constater qu'il s'agissait des empreintes de Larry Hyler. Les détectives disposaient enfin d'indices valables. Cette fois-ci, il ne faudrait pas commettre d'erreur. Les preuves étaient formelles. Toutes les procédures avaient été suivies à la lettre. Le règne de terreur du tueur de l'autoroute était enfin terminé. Mais Hyler avait une surprise en réserve. Lors d'un nouvel interrogatoire, Hyler déclara qu'il avait bien jeté des sacs à ordures, mais qu'il avait dû déplacer d'autres sacs pour faire un peu de place. Apparemment, avait-il déclaré, il avait déplacé les sacs qui contenaient le corps. La police savait qu'il mentait, mais en vérité, n'importe qui aurait pu toucher ces sacs une fois qu'ils étaient dans la benne à ordures. Son alibi serait difficile à réfuter. Une fois encore, il semblait que le tueur de l'autoroute échapperait à la condamnation. Dans l'espoir de prouver la culpabilité d'un meurtrier, les experts devraient à nouveau soumettre à la vapeur de supercolle les sacs qui contenaient le corps démembré d'une victime. Cette fois-ci, cependant, c'est l'intérieur qui serait analysé. James Doran découvrit une nouvelle empreinte qui appartenait bien à Larry Hyler. À ce jour, nous n'avons jamais découvert deux individus ayant les mêmes empreintes digitales. Et à moins que Larry Hyler ait une explication plausible au fait qu'il ait laissé l'empreinte de son pouce à l'intérieur de ce sac, nous avions la preuve que c'était lui qui avait tué Danny Bridges. Grâce à cette nouvelle empreinte, la police put procéder à l'arrestation de Hyler chez lui. Il fut accusé du meurtre de Danny Bridges. Hyler était à nouveau en détention provisoire, mais cette fois-ci, la police s'assura qu'il ne serait pas remis en liberté. Son appartement fut ratissé au centimètre près. Il n'était pas question de perdre ce procès une deuxième fois. Au premier coup d'œil, l'appartement ne semblait pas avoir été le théâtre d'un meurtre. Mais les experts découvrirent bientôt les morceaux d'un puzzle qui racontait une toute autre histoire. La mort de Danny Bridges était inscrite un peu partout dans l'appartement. Il y avait des traces de sang sur un poinçon recueilli dans la chambre à coucher. Les échantillons étaient trop petits pour être analysés, mais il était cependant plausible de présumer que c'était l'arme qui avait causé les trous sur le corps de la victime. Pour un appartement où un crime de cette violence s'était produit, les détectives étaient surpris de trouver si peu de traces de sang. Si le meurtrier avait démembré le corps dans l'appartement, c'était sans doute dans la salle de bain qu'il avait fait son travail. Les experts retirèrent le seuil en espérant qu'Hyler n'en avait pas nettoyé le dessous. L'idée se révéla bonne, car il s'y trouvait suffisamment de sang pour procéder à une analyse. On envoya un échantillon au laboratoire. Il ne restait plus qu'à procéder à une dernière analyse. Les experts vaporisèrent du luminol, un produit chimique qui réagit au contact des protéines contenues dans le sang. L'appartement s'illumina soudain. L'endroit était couvert de taches de sang. L'analyste Marion Caporusso était chargée d'analyser les indices sur la scène du crime.
Lorsque nous avons procédé à l'analyse au luminol, nous savions qu'il y avait du sang, mais aucun d'entre nous n'était préparé à en voir autant. Il avait été essuyé. Le luminol nous a permis de voir exactement comment le meurtrier s'y était pris pour nettoyer la scène. Les échantillons de sang furent analysés afin de vérifier s'il s'agissait bien de celui de Danny Bridges ou si une autre victime avait été tuée à cet endroit. À l'époque, il était encore impossible d'analyser l'ADN. Au milieu des années 80, nous en étions aux analyses des marqueurs génétiques. J'ai effectué une analyse et découvert que le sang sous le seuil était du même type que celui de Danny Bridges. Cette combinaison particulière ne se retrouve que dans 3% de la population blanche. Ces statistiques ainsi que les autres indices recueillis sur la scène suffiraient à faire accuser Larry Eyler du meurtre de Danny Bridges. Il fut condamné à mort. Il avoua par la suite avoir tué 22 autres hommes durant 4 ans. Le 21 août 1984, il avait ramassé Danny Bridges devant un bar. Plutôt que de le conduire dans un endroit isolé comme il le faisait d'habitude, il l'avait ramené chez lui. Après l'avoir ligoté, il l'avait torturé et poignardé. Il avait ensuite traîné le corps du jeune homme jusqu'à sa baignoire, où il l'avait découpé en morceaux pour s'en débarrasser, puis avait nettoyé les taches de sang dans son appartement. Il ignorait que sa culpabilité laissait des traces qu'il ne pourrait jamais effacer. Il est difficile de comprendre les motivations d'un tueur en série. Les experts savent cependant que ces meurtriers sont incapables de s'arrêter. Quant aux détectives, ils sont, eux, incapables d'abandonner lorsqu'ils sont sur la trace d'un de ses ennemis publics. Ils savent qu'ils finiront par retrouver leurs traces à partir des quelques indices qu'ils laissent derrière eux. Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Clinton J. High Jr. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.